Eh bien, je vais passer la parole à notre grand témoin, qui, là aussi, ça nous, ça nous fait très plaisir que Georges Saline puisse être parmi nous. Je ne sais pas si tu veux te mettre au pupitre ou voilà comment. Mais merci. Et voilà, je te laisse sans plus attendre la parole. Bien. Passer après Monsieur Fagé n'est pas la chose la plus facile qu'il me soit donné de faire. Passer en dernier non plus, encore que quelquefois le dernier intervenant bénéficie d'un regain d'attention lié au fait qu'on a la certitude qu'après on pourra reprendre sa liberté. Il me faut commencer en vous parlant du 13 novembre. Le 13 novembre 2015, j'étais un homme raisonnablement heureux. Je m'acheminais vers la fin d'une carrière de médecin de santé publique que j'avais commencé pas très loin d'ici, puisque c'était à Tarbes. J'étais médecin inspecteur départemental des Hautes-Pyrénées. Et Tarbes, c'est là qu'est née ma fille Lola. Lola, je l'ai croisée ce jour-là à la piscine, par hasard. Nous nous sommes embrassés et nous nous sommes dit à demain, parce que demain, elle devait venir déjeuner à la maison. Mais demain n'est jamais arrivé pour elle, et pour moi, demain est devenu le premier jour d'une autre vie. Lorsque, après l'avoir cherché pendant 18 heures, j'ai eu la confirmation de son décès en fin d'après-midi, le 14 novembre, je suis tombé au fond d'un trou très profond. Et j'en suis sorti à l'aide de 3 fils qui, en les suivant à tâtons et au fil des années, m'ont conduit à la justice restaurative. Le premier fil, ça a été la prévention. Quelques minutes après ce coup de téléphone qui m'informait de la mort de ma fille, le téléphone a sonné à nouveau. Et c'était des journalistes qui suivaient mes appels depuis le matin sur les réseaux sociaux et qui voulaient une réaction. Et à la surprise générale de mon épouse et de mes enfants, j'ai décidé de parler. Et je l'ai fait parce que ce que je vivais était tellement douloureux que j'avais envie d'agir pour que ça ne se reproduise pas. C'est d'ailleurs une volonté qui ne m'a pas quitté jusqu'à aujourd'hui. Et j'avais déjà une idée assez précise de ce qu'il ne fallait pas faire. Alors je leur disais, il ne faut pas foncer dans le tas, il ne faut pas commettre des injustices, il ne faut pas jeter nos principes à la poubelle avec l'état de droit, attiser le racisme et l'islamophobie, nourrir le sentiment victimaire des musulmans. Bon, toutes choses qui peuvent vous évoquer certains faits qui se produisent dans l'actualité nationale et internationale aujourd'hui. Oui, mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Bon, j'en savais rien ce qu'il fallait faire. Comme je vous ai dit, j'étais médecin, donc primum non nocere, avant tout ne pas nuire. Donc c'était ça. Et puis, comme j'étais médecin de prévention, finalement, je voulais faire de la prévention. Dans les jours qui ont suivi le 13 novembre, bien sûr, je recevais des messages de condoléances et beaucoup me demandaient à quelle adresse ils pouvaient envoyer des fleurs. Alors, des fleurs, dans la maison, on ne savait plus où les mettre. Donc, je leur disais, bon, non, ne m'envoyez pas des fleurs, envoyez-moi plutôt de l'argent et je le donnerai à une association qui conduit des actions de prévention. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Latifa Imziaten, qui est venue chez moi un soir de décembre pour percevoir le chèque que j'avais fait à l'ordre de son association. Et elle m'a parlé de ses rencontres un peu partout en France avec de jeunes musulmans, auxquels elle parle de son fils Imad, qui avait été abattu sur un parking à Toulouse le 11 mars 2012 par Mohamed Merah. Et elle m'a dit, il vous est arrivé la même chose que moi, vous devriez faire pareil.
moi, j'étais pas prêt. Et puis, je me voyais pas du tout dans le rôle parce que Latifa Ndiaten, c'est une maman musulmane d'origine marocaine dans laquelle ces jeunes pouvaient reconnaître leur propre mère. Mais moi, bobo parisien, boomer, blanc et athée, qu'est-ce que j'allais bien pouvoir leur dire et comment ils allaient pouvoir s'identifier à ma fille, jeune femme libérée, féministe, amoureuse de Paris, des livres, de la fête, du rock. Bon. Et puis, un peu plus d'un an après, il y a des éducateurs du club de prévention spécialisé de la ville de Creil qui ont demandé à venir me rencontrer avec des adolescents dont ils avaient la charge, des adolescents en difficulté. Alors, Creil, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, mais Creil, c'est l'affaire du foulard, mais c'était aussi, à cette époque, une ville où il y avait eu des départs en Syrie, et les jeunes qui m'ont emmené étaient des amis de ceux qui étaient partis en Syrie. Peut-être c'est des jeunes que notre sémillant ministre de l'Éducation nationale veut sortir de l'école, là, sans doute pour leur éviter de se radicaliser. Moi, je leur ai raconté mon histoire, je leur ai parlé de Lola, et un déclic s'est produit. J'oublierai jamais l'affection qu'ils m'ont témoignée, leurs larmes. J'ai compris que j'étais complètement à côté de la plaque, que ma différence, non seulement ne les empêchait pas du tout de voir la souffrance, mais même était un atout parce que ma volonté de les rencontrer était le premier des messages, avant même les mots que je pouvais prononcer. Et donc ça m'a intéressé. Et après, j'ai commencé régulièrement à aller témoigner chaque fois qu'on me le demandait, devant des groupes de jeunes, dans les lycées, dans les collèges. Je l'ai fait d'abord seul, et puis ensuite avec mes amis de l'Association française des victimes du terrorisme, qui a développé véritablement un programme d'action éducative. Peut-être certains d'entre vous ont vu mardi, mais si vous n'avez pas vu, ça existe en replay sur France 2, un documentaire qui s'appelle « Le collège de Monsieur Paty », qui montre une des actions qu'on conduit au collège du Bois d'Aulne. Je m'y suis rendu moi-même à 2 reprises. Donc, ces actions en milieu scolaire, c'est très intéressant, c'est très gratifiant, mais je voulais faire autre chose parce que la prévention de la radicalisation, il me semble qu'elle doit être aussi ciblée. Et on me disait, j'ai appris que la prison était un lieu de radicalisation. Donc je voulais intervenir en prison. Ça m'a pris du temps, beaucoup de temps, avant de réussir à le faire. Mais depuis septembre 2021, nous avons mis en place, avec l'Association française des victimes du terrorisme, un programme d'intervention en prison. Et où, en général, nous sommes sollicités par les SPIP pour intervenir dans les PPRV, les programmes de prévention de la radicalisation violente. Et là, on rencontre des groupes de détenus, on raconte notre histoire, on dialogue, mais là aussi, j'ai une frustration qui est que ces groupes sont hétérogènes et on a du mal à avoir un dialogue, un véritable dialogue avec certains détenus. On aimerait les prendre à part et discuter pendant 2-3 heures en tête-à-tête avec eux. C'est ça que j'avais envie de faire. Finalement, j'avais envie d'avoir des rencontres restauratives avec certains détenus. Ça, c'est le premier fil, prévention. Le deuxième fil, ça a été les familles, les rencontres avec les familles. Alors, donc, je voulais agir, mais je ne savais pas trop comment. Donc, j'ai suivi des formations, je suis allé dans les colloques, j'ai écouté les experts. Bon. Et un peu par hasard, je suis allé à un colloque qui avait lieu le 28 et 29 avril 2016 à Paris.
Et comme d'habitude, il y avait des experts, il y a des victimes, mais là, ils avaient eu la bonne idée d'inviter des mères, parce qu'il n'y avait que des femmes, des mères de djihadistes. Et à la pause, je me suis assis à leur table et on a discuté, je les ai écoutés, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que ces femmes avaient vu leur enfant se transformer en une personne qu'elles ne reconnaissaient pas, que le départ en Syrie avait pour toutes été un choc épouvantable, souvent vécu comme une trahison, qu'elles devaient s'occuper des frères et sœurs qui restaient, qui quelquefois subissaient des interventions de police à la maison extrêmement traumatisantes, qu'elles subissaient, elles portaient le poids d'une culpabilité énorme, alors qu'elles n'avaient été ni complices. Ça peut exister, hein. La famille de Mohamed Merah, c'est compliqué, mais celle que j'ai rencontrée, elle n'avait été ni complice, ni maltraitante, ni absente, ni abusive. Et puis beaucoup, qui étaient venus là, évidemment, militaient au sein de l'association contre ceux qui leur avaient dérobé leurs enfants. J'ai vu que ces femmes avaient les mêmes ennemis que moi et qu'elles étaient, elles aussi, des victimes. Et je leur ai dit, et le fait que je leur dise que je les reconnaissais comme des victimes, ça a été extrêmement important pour elles. Les reconnaître comme des victimes a été extrêmement important pour moi, et le leur dire a été extrêmement important pour elles. Et quelques mois plus tard, j'ai reçu un mail à l'association que je présidais à l'époque, qui était signé Azdin Amimour, qui me demandait un rendez-vous. Et Azdin Amimour, c'est le père de Sami Amimour, c'est-à-dire le père d'un des 3 tueurs du Bataclan. Et j'ai accepté de le rencontrer en pensant à la lumière de mon expérience avec ces mères de djihadistes. Donc on s'est vus le 27 février 2017 pour la première fois. Et nous avons longuement parlé ce jour-là. On s'est ensuite revus. J'ai appris à connaître Azdin. On a fini par écrire un bouquin ensemble. Il nous reste les mots. Et bon, aujourd'hui, je considère que Azdin Amimour est mon ami. Et pourtant, je peux vous assurer qu'on ne s'entend pas sur tout et qu'on a beaucoup de différences de points de vue. Mais pourquoi diable ne devrait-on parler et même n'accorder son amitié qu'à ceux avec lesquels on est d'accord sur tout ? Pour moi, le rencontrer, ça a été vraiment un effort délibéré pour retisser du lien. Retisser du lien, c'est le nom que s'est donné une association, Retissons du lien plus exactement, qui existe en Belgique et dans laquelle m'a fait entrer Azdin. Et c'est une association assez extraordinaire parce qu'elle réunit des familles de djihadistes et des victimes de l'État islamique essentiellement. À l'origine, essentiellement, puisque ça se passe en Belgique, des victimes des attentats du 22 mars. Mais ensuite, moi, je me suis agrégé à ça. Puis, on a maintenant des gens victimes du 14 juillet, de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice, qui ont rejoint également Retissons du lien. Donc ça, les familles, ça a été un deuxième fil pour moi. Et le troisième fil, il est encore plus direct. C'est le fil, peut-être on peut l'appeler judiciaire, je ne sais pas. Dans les semaines qui ont suivi les attentats du 13 novembre, j'écrivais beaucoup, parce que j'avais des insomnies, donc j'écrivais pendant mes insomnies. Et ça a été publié en septembre 2016 sous forme d'un espèce de dictionnaire qui s'appelle « L'indicible de A à Z ». Et là-dedans, j'avais écrit à propos des complices des assassins de ma fille que j'aimerais les rencontrer et leur parler les yeux dans les yeux, pour leur dire ce que je pensais, ce que j'avais vécu, et pour leur demander des explications finalement. Et j'avais fait dans le bouquin, j'évoquais
l'image de Jean-Paul II rencontrant Mehmet Ali Atchal, qui avait tenté de l'assassiner. Alors, je ne suis pas catholique, j'ai déjà dit, mais Jean-Paul II n'est pas non plus dans le top 10 de mes papes préférés, mais, mais j'ai été vraiment frappé par cette image, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais du pape qui se penche vers son assassin. Et je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce qu'ils peuvent se dire ces deux-là? Donc j'avais déjà cette idée-là sans savoir ce que c'était, que je ne mettais pas le mot justice restaurative. J'avais vaguement entendu parler de la Belgique déjà à l'époque, hein, mais je n'avais pas entendu parler de la loi de 2014. Bon, mauvais citoyen. En fin 2017, j'ai rencontré Frédéric Lauferron, directeur de l'APCAR, qui m'a parlé de justice restaurative. Et un peu plus tard, j'ai entamé une préparation avec Héloïse Skelbut, là, qui était à l'époque une des collaboratrices de Frédéric, et puis qui travaillait sur le programme RIVE. Voilà. Puis ça c'est allé nulle part pour des tas de raisons. Mais tout ça s'est réactivé au moment du procès des attentats du 13 novembre. Procès au cours duquel, c'est un procès qui a duré 10 mois, j'ai assisté à tout, de A à Z, 10 mois au Palais de Justice de Paris. Ça laisse le temps de connaître individuellement les accusés qui sont dans le box, d'observer leurs réactions face aux témoignages des victimes, et aussi de discuter parce qu'il y avait 3 accusés, 3 des 14 accusés vivants et présents comparaissaient libres. Donc j'ai discuté à plusieurs reprises sur les marches du palais avec eux. Et il y en a même un, Ali Oulkadi, que j'ai revu. Je l'ai invité à prendre un café à Molenbeek un jour que j'allais à Retisson-du-Lien. Voilà, donc on a pris un café. Je ne sais pas si c'était un café restauratif. Je n'ai pas assisté à l'atelier tout à l'heure, mais et puis je suis allé à la barre et j'ai dit, alors là j'avais lu le code pénal entre-temps, donc je dis il y a un article 10 alinéa 1 du code pénal, donc j'aimerais participer moi avec ces personnes-là de manière à leur parler autrement qu'à travers la vitre du box et en présence de tout le monde là. Et c'est une demande qui n'est pas tombée dans les oubliettes. Là, ce coup-ci, j'ai été contacté avant la fin du procès par Marion Trottignon, qui m'a dit on a la prison de Réau, un détenu qui a rejoint l'État islamique, qui a été condamné pour ça, et qui souhaite rencontrer une victime de l'État islamique pour s'expliquer. Est-ce que vous accepteriez de le rencontrer? Vous voyez à l'époque. Donc j'ai dit oui, bien sûr. Donc on a entamé toute la préparation. Et j'ai rencontré cet homme en janvier et février de cette année 2023, longuement. Et depuis, on s'écrit. Jusqu'à aujourd'hui. Après, si vous avez... Alors, lui, je peux assez facilement parler du contenu de nos échanges parce qu'il m'y a autorisé explicitement. Mais bon, je le ferai peut-être si vous le souhaitez en répondant à vos questions. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que, bien sûr, je me suis posé la question de la dissimulation et de la sincérité. Tout à l'heure, Madame Pokora y a fait une allusion en disant... il y a une spécificité du terrorisme. Alors, bon, là, en plaisantant un peu tout à l'heure, j'ai rencontré dans le couloir, je lui ai dit, je suis heureux d'apprendre qu'il n'y a que les terroristes djihadistes qui sont susceptibles de mentir, que les autres, on peut les croire sur parole. Mais, c'est vrai qu'avec toutes ces histoires de taquilla et tout ça, les détenus radicalisés ont le choix entre 2 postures, soit ils n'expriment pas de remords, auquel cas ils sont considérés comme des cyniques irrécupérables, soit ils expriment des remords, auquel cas ils sont considérés comme des dissimulateurs irrécupérables. Moi je crois que c'est plus compliqué que ça. Et en tout cas, le détenu que j'ai rencontré...
m'a dit des choses qui me permettent de penser qu'il est sincère. C'est-à-dire il a été capable de me dire les yeux dans les yeux que le soir, enfin le 14 mars, en apprenant ce qui s'était passé la veille en France, il s'est réjoui. Il a considéré que l'État islamique avait marqué un but. Et ce n'est qu'ensuite que, pour des raisons qu'il m'a expliquées, il a changé d'avis, il a fui à ses risques et périls l'État islamique, il s'est livré aux autorités turques, il a été rapatrié en France, jugé et condamné, et il accepte la peine qui est la sienne. Et cette rencontre, bon, ça m'a vraiment... j'espère que ça l'a aidé, je suis sûr que ça l'a aidé, ça l'a aidé notamment parce que à la suite de ça, il a entamé une médiation avec son propre frère, qui est aussi une victime de sa radicalisation à lui. Et moi, ça m'a aidé, comme beaucoup de choses que j'ai faites dans ce sens, à me remettre debout, à être actif et à essayer de faire quelque chose d'utile. Et puis, encore un peu plus récemment, j'ai pu rencontrer, grâce à Médiante, qui était aussi au courant de mes demandes et qui m'a accompagné dans ce processus. J'ai pu rencontrer déjà, parce que c'est probablement pas les derniers, mais j'ai pu rencontrer 2 des condamnés du procès V13, Mohamed Abrini, vous le connaissez peut-être sous le nom de l'homme au chapeau, parce qu'on le voit sur les caméras de vidéosurveillance de l'aéroport de Zaventem à Bruxelles, coiffé d'un chapeau. Et Sofiane Ayari, qui est le Tunisien qui avait été arrêté en même temps que Salah Abdeslam. Donc je les ai vus le même jour, l'un le matin et l'autre l'après-midi, chacun pendant plus de 3 heures. Moi, je suis convaincu que ces rencontres ont marqué ces hommes. Le souvenir de notre conversation va les accompagner. Ils ont de longues années de prison devant eux. Mais c'est un bagage qui ne peut que les aider à évoluer sur le chemin qu'il leur reste à faire. Épilogue. Épilogue. Le 7 octobre dernier, il y a quelques jours, j'étais à Toulouse et j'ai fait une conférence TEDx. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est les conférences TEDx, peu importe. C'était à l'invitation des étudiants de la Toulouse Business School. Et j'ai terminé en leur disant la sécurité, bien sûr, c'est le métier de la police, des juges, de l'administration pénitentiaire, de l'armée, des militaires. Je pense que chacun a son rôle à jouer, mais pour être véritablement en paix, tout ça ne suffira jamais. Pour véritablement vivre en paix, il faut que nous soyons capables de nous parler, de franchir les murs invisibles qui nous séparent. Alors parlons-nous, sans complaisance, sans rien renier de nos valeurs, mais parlons-nous. Et pendant que je parlais, le Hamas était en train de massacrer beaucoup de gens en Israël. Et très vite, les autorités israéliennes ont réagi de la manière que vous savez. Depuis, nous sommes dans cette situation pas très drôle. Mais 6 jours plus tard, j'étais à Bruxelles avec Retisson du Lien. Et le 13 octobre, vendredi 13 octobre. Et on a eu une réunion qui était une espèce pour tirer le bilan du procès des attentats du 22 mars.
Et il y avait ce groupe de Rôtissons du Lien qui est absolument formidable. Chaque fois, c'est un boost d'énergie et de confiance dans l'être humain. Et il y avait aussi le procureur fédéral belge, Frédéric Van Love, je l'adore, la juge d'instruction, et deux avocats de deux des condamnés du procès belge, y compris maître Delphine Patschi, qui était l'avocate belge de Salah Abdeslam. Dans la même pièce avec le procureur et le juge d'instruction. Voilà. Et puis ce jour-là, à Arras, Dominique Bernard a été assassiné par un homme qui avait proclamé son allégeance au calife de l'État islamique en citant son nom. D'ailleurs, c'est incroyable, il connaissait le nom du... Je ne sais pas si vous connaissez le nom du calife actuel de l'État islamique, mais ça me paraît vraiment très fort. Et en proclamant sa haine de la France en général et de l'éducation nationale en particulier. Voilà, donc nous vivons des temps compliqués. Et j'ai envie de terminer par une question. Sommes-nous encore capables de nous parler ? Merci. Je suis sûr qu'il y a des questions. Enfin, genre, il disait tout à l'heure qu'il était tout à fait disponible pour des questions, donc je suis sûr qu'il y a des questions de la part de la salle. Pas de questions ? Ah, si. Il faut quelqu'un pour se lancer. Merci beaucoup pour votre intervention, votre témoignage, super inspirant. Je voulais savoir votre famille, comment ils ont accueilli la démarche, est-ce qu'ils ont souhaité eux aussi participer, vos proches autour de vous, comment ça s'est passé? Merci. Ma famille est très, très unie et très d'accord pour que je fasse ce que je fais, mais par contre ne souhaite pas participer ni à cette démarche-là, mais ni d'une manière générale à tout ce qui a trait de près ou de loin avec les actions en lien avec les attentats du 13 novembre. Ils préfèrent, je dis pas oublier, mais c'est trop douloureux, je pense. C'est encore trop douloureux pour eux. Il y a une question là. Il y en a plusieurs. Je n'ai pas vraiment de questions, je voulais juste vous remercier, vraiment. Vous êtes un transfuseur de paix dans ce monde et c'est magnifique. Merci. Merci. Bonjour, c'est dans le même esprit que Madame. Vraiment, c'est très touchant et je pense que c'est ce qui vous a aidé aussi à transcender cette douleur, de vous engager dans ce chemin aussi difficile. Ah ben j'en suis convaincu. C'est pas pour ça que je l'ai fait, enfin consciemment en tout cas. C'était plus jamais ça. Qu'est-ce que je peux faire? Mais bien sûr que ça m'a aidé, parce que comme je vous disais, demain est devenu pour moi le premier jour d'une autre vie. Et c'est vrai que ça a donné du sens à cette deuxième partie de ma vie. Sinon, je ne sais pas. Mais bon, mon épouse, elle peint et
elle progresse beaucoup dans sa peinture, et voilà, elle s'exprime comme ça. Moi, je pense que c'est être actif, se battre, et en particulier quand c'est avec des... c'est sans haine, c'est avec des sentiments positifs, je pense que ça aide vraiment. Mais je ne suis pas prescripteur non plus pour les autres, quoi. Chacun fait ce qu'il peut et comme il peut, quoi. Puis, par ailleurs, je ne suis pas le seul qui conduit ce type d'action. Alors, en justice restaurative, je suis un peu en avance sur les autres. Mais... Bonjour. Si j'ai bien compris, donc vous avez eu une médiation restaurative, donc d'une part avec quelqu'un qui n'était pas l'auteur des faits, et une autre avec des personnes qui faisaient partie des auteurs des faits. C'est bien ça, je ne me trompe pas? Oui, alors c'est peut-être un poil plus nuancé que ça, parce que le détenu que j'ai rencontré à la prison des Réaux, il assume, du fait qu'il avait rejoint l'État islamique, il se sent une parcelle de culpabilité dans l'ensemble des crimes de l'État islamique. C'est un peu comme en Espagne avec les rencontres restauratives qui a eu lieu entre des repentis de l'ETA et des victimes de l'ETA. Certaines victimes ont pu rencontrer la personne, par exemple, qui avait dans le film Maïd Chabel, Les Repentis en français, Maïd Chabel Lassa, elle rencontre les assassins de Sommaï. Mais beaucoup ont rencontré des membres de l'État, mais qui avaient adhéré à l'idéologie de l'État, qui avaient participé à d'autres attentats, etc. Donc, voilà. Mais c'est effectivement une différence, parce qu'à Brigny et à Yari, c'était des membres de la cellule terroriste, ils sont condamnés pour les attentats du 13 novembre. Et du coup, ma question, c'était, est-ce que vos attentes et vos questions avant les rencontres étaient les mêmes, ou est-ce qu'il y avait des différences entre la personne qui était directement impliquée? La différence, c'est pas celle-là. La différence, c'est que la première rencontre, c'est à sa demande, tandis que les deux autres, c'est à ma demande, et ils acceptent. C'est pas tout à fait pareil. Après, oui, mes attentes, elles étaient pas forcément tellement différentes, parce que je voulais comprendre le parcours qui conduisait jusqu'à l'État islamique. Et c'est vrai que le parcours d'Abrini et Yari, il va quand même un gros pas plus loin que celui de... je pense que je peux dire son prénom, Yahya, dans la mesure où ils ont accepté de commettre des attentats terroristes en France. C'est pas tout à fait pareil que d'avoir prêté main forte à l'État islamique en Syrie, malgré tout. Et donc, j'avais aussi des attentes sur ce qu'ils pouvaient me dire, comment ils en étaient arrivés là et qu'est-ce qu'ils en pensent aujourd'hui. J'ai un commentaire et aussi une question pour Georges. Le commentaire, c'est pour tout le monde, parce que je voulais seulement vous dire qu'il y a un collectif, un groupe qui s'appelle The Encounter of the Encounters, les rencontres de rencontres. Et c'est un groupe international avec des victimes et des ex-combattants de l'Italie, des Brigades Rouges, de l'État aussi, des Pays Basques, de Irlande du Nord. On a aussi des Israéliens, des Palestiniens, des familières qui ont perdu quelqu'un dans les conflits. Et plus récemment aussi de l'Ukraine et aussi de la Belgique, des groupes réticents de liens que vous avez parlé maintenant. Et je voulais seulement vous dire, parce que c'est un collectif qui se va rencontrer aussi pour les personnes qui ne sont pas très loin d'ici,
À Saint-Sébastien, la semaine du 19 de novembre. Et il y a aussi, normalement c'est un événement fermé pour les groupes, c'est confidentiel, mais aussi ils ont décidé aussi de raconter son histoire et ce témoignage à l'extérieur. Et on a 2-3 événements à Saint-Sébastien, Bilbao et Victoria qui sont ouverts au public. Et ça sera la semaine du 19 de novembre. Et la question pour Georges, c'était aussi comme l'association des victimes, ils ont réactionné avec cette choix de rencontrer l'autre, parce que j'ai connu aussi des victimes qui ont été refusées par les associations des victimes après qu'ils ont décidé de rencontrer l'autre. Eh bien, en tout cas pour les associations auxquelles j'appartiens, elles ont très bien réagi, puisque maintenant elles veulent co-organiser avec l'IFJR un colloque pour expliquer à toutes les victimes du terrorisme ce qu'est la justice restaurative. Voilà. Oui. J'avais une petite question, ici en bas. Alors, j'avais bien entendu votre perche sur ce que vous êtes dit, mais je me dis que ça vous appartient. Moi, c'était plus sur... peut-être que, je ne sais pas si vous savez, en Belgique, le fait d'avoir pu rencontrer Abrigny, j'ose même pas imaginer en France si on avait essayé, je ne sais même pas si on aurait osé demander. Est-ce que vous savez comment ça s'est passé en termes d'organisation? Est-ce que ça a été facile, pas facile? Comment vous avez réussi à rencontrer Abrigny en termes d'autorisation, en fait? En fait, pour moi, le processus a été transparent. C'est Mediante qui s'en est occupé, mais comme l'a expliqué Antonio, il n'y a pas de pouvoir discrétionnaire. Dans la loi belge ne donne pas au juge un pouvoir discrétionnaire pour autoriser ou empêcher les rencontres. Il suffit de l'expression de la volonté des deux parties de se rencontrer, et ensuite ça se fait. Donc après, bon, elles sont allées à la prison de Harren rencontrer les détenus avec l'autorisation du directeur. Mais enfin, voilà. Et elles leur ont demandé: est-ce que vous accepteriez de rencontrer M. Saline? Voilà. Et ensuite, tout s'est fait de manière assez fluide. C'est magique en Belgique, mais ouais. Vous resterez nos modèles, comme ça a été dit ce matin. On a beaucoup à apprendre. Le seul élément qui a un peu retardé, en tout cas, les rencontres, c'est qu'ils étaient en Belgique pour être jugés au procès des attentats du 22 mars. Donc, il a fallu s'insérer. Là, les deux rencontres que j'ai faites, c'était en août, donc c'était en fait entre le verdict sur la culpabilité et le verdict sur les sentences, puisque ça a été en juillet pour l'un et en septembre pour l'autre. Et voilà. Et j'ai pas pu rencontrer Salah Abdeslam parce que il était dans une situation encore de revendication par rapport au lieu de sa future détention. Mais là, il est coincé en Belgique au moins jusqu'au mois de mai, au moins. Et donc, je pense que je vais le rencontrer certainement. Parce que, en fait, même si après, on peut discuter de savoir si c'est légitime qu'il purge sa peine en Belgique ou en France. Hein, mais ça, c'est un peu plus compliqué. Mais grosso modo, ça m'arrange parce qu'effectivement, c'est plus facile en Belgique qu'en France. Merci beaucoup. Merci Georges. Merci. Alors, je vais faire plus que ultra rapide. Merci à tous les intervenants. Merci à vous tous, aux participants. On espère tous que vous avez passé 2 jours où vous avez pu apprendre beaucoup de choses, où vous avez été heureux des échanges. Une dernière fois, parce qu'il y a une de nos collègues qui n'était pas présente, je vais appeler l'équipe et vous aurez certainement plaisir à les revoir. Vous me rejoignez?
Voilà, alors moi je tiens à remercier voilà, le directeur, Benjamin, toute l'équipe. Je vais peut-être vous présenter particulièrement Héloïse, voilà, quel but qui n'était pas là hier. Ah, Robert, c'est pas vrai. Et les féliciter encore pour tout le travail qu'ils ont fait et pour toute l'organisation qui a été mise en place de manière à ce que vous viviez de beaux jours. Je crois qu'on va... Bon, Monsieur Cario, hein, merci pour eux. Vous repartirez avec vos roses. Alors, Benjamin me suggérait quelque chose. Si vous voulez nous rejoindre, ou pour ceux qui veulent nous rejoindre, ça sera avec plaisir de partager ce dernier moment avec vous pour une photo. Une photo générale. Voilà. Merci à toutes et... Merci à toutes et à tous. Et on a passé 2 jours merveilleux avec vous. Et à la prochaine sur le terrain. Et j'espère qu'on, voilà, pour le 3e congrès international aussi. Voilà. Au revoir.